Donc je vais vous présenter plusieurs œuvres incontournables de la collection Moyen-Âge et Renaissance du Musée des Beaux-Arts de Dijon. En commençant par celle-ci, il s'agit d'un tombeau. En réalité, c'est un cénotaphe, c'est une pierre tombale, un monument funéraire décoratif du duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, premier des ducs valois, qui a régné entre guillemets entre 1363 et 1404. Et donc il a commandé ce tombeau en 1381 et il ne sera terminé qu'en 1410. Le tombeau est entièrement réalisé en marbre, excepté ce cortège de pleurants au milieu qui fait le tour du tombeau, et ces personnages, seulement masculins, représentent les personnes qui étaient là et qui ont suivi la dépouille du duc à Dijon, là où il a été enterré. Il commence à cet angle-ci avec un personnage nommé l'Aspergeant. Derrière lui viennent le corps de l'église, les moines chartreux, puis la famille et les personnes importantes présentes ce jour funeste. Sur le registre supérieur, vous avez le duc représenté, le gisant, les yeux ouverts, les mains jointes, signe de piété. À sa tête, deux anges tiennent un casque pour son côté militaire et ses pieds reposent sur le lion, symbole de la royauté et de la puissance. Les deux tombeaux que nous avons ici dans le musée étaient à l'époque à la Chartreuse de Champmolles, dans le cœur de l'église de la Chartreuse. Malheureusement, à la Révolution française, on a dû les protéger, on les a donc emmenés à la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. Puis quelques années plus tard, ils ont été partiellement détruits, restaurés au XIXe siècle. On a perdu plusieurs pleurants. À l'heure actuelle, 7 sont encore manquants sur les 82 en tout. 4 sont au musée de Cleveland. 1 appartient à une famille bourguignonne et 2, eh bien, peut-être que nous les retrouverons par la suite, je l'espère, mais pour le moment, aucune trace. Nous sommes ici dans une pièce entourée d'œuvres que l'on appelle des retables. Ce sont des panneaux de bois sculptés et peints à plusieurs volets. Lorsqu'on a 3 volets, c'est appelé un triptyque, comme ici. Il s'agit du triptyque de la crucifixion relatif à la vie de Jésus. Alors, ces retables ont été commandés par Philippe le Hardi pour orner l'église de la Chartreuse de Champmolles, là où il a été enterré. Ils ont été commandés en 1390 et livrés en 1399, réalisés par 2 artistes flamands encore, Jacques de Bers pour la sculpture et Melchior de Broederlam pour la peinture et la dorure à la feuille d'or. Donc ce retable de la crucifixion est orné au centre de 3 scènes sculptées, à gauche l'adoration des mages, au milieu la crucifixion et à droite la mise au tombeau. La plupart du temps, ces retables étaient fermés et on n'apercevait de ce fait que les peintures sur les volets extérieurs. Sur le volet gauche, on a l'Annonciation et la Visitation de représenter, et sur le volet droit, c'est la présentation au temple et la fuite en Égypte. Lorsqu'on avait de grandes cérémonies liturgiques, on ouvrait les retables et ainsi le peuple pouvait admirer le travail d'orfèvre qui est à l'intérieur. Le second retable est appelé le retable des saints et des martyrs, présenté entièrement ouvert car on a perdu les peintures sur les volets extérieurs. Même principe, on a aussi 3 scènes représentées au centre. À gauche, la décollation de Saint Jean-Baptiste, saint patron du duc Philippe le Hardi. Au centre, c'est les martyrs de Sainte Catherine, qui était la protectrice de la duchesse, Marguerite de Flandre. Et puis la dernière scène à droite, ce sont les tentations de Saint Antoine, puisque le jour de la Saint Antoine est le jour de la naissance de Philippe le Hardi. Et puis pour accentuer encore cette commande ducale, on a la présence d'une frise dans le registre inférieur de l'œuvre, avec les armoiries du duc et de la duchesse, ainsi que les initiales P et M pour Philippe et Marguerite. Dans le cadre de la rénovation du musée, durant la première tranche de rénovation, ces 2 retables ont été entièrement restaurés, donc démontés pièce par pièce, nettoyés et repositionnés à la suite. Et il aura fallu 2 ans pour restaurer ces 2 retables et les présenter à nouveau au public dans cette pièce. Nous sommes ici en présence d'une peinture dont on dit qu'elle fait la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance. En effet, on est toujours sur un support bois, mais on est déjà passé à la technique de la peinture à l'huile. Elle est datée d'environ 1435 et aurait été réalisée par l'artiste flamand Robert Campin, ou son autre nom, le maître de Flémal. Alors dans cette peinture, il a fait preuve d'une grande minutie et d'un travail titanesque quant au rendu du détail. D'abord, le sujet représenté est une scène de nativité. On voit bien en effet l'enfant, Joseph, Marie, la grange avec l'âne et le bœuf. 2 femmes sont présentes. Il s'agit des sages-femmes dont l'histoire est racontée dans les récits apocryphes, donc non reconnus par l'Église. Normalement, on n'est pas censé les représenter, mais l'artiste ici prend des libertés.
Même principe pour le second plan. On a ici l'instauration d'un paysage, c'est pourquoi on n'est plus vraiment dans la période du Moyen-Âge. Ce paysage ici est bien un paysage hivernal, cependant, si on regarde, on est loin du paysage qu'on pourrait trouver à Bethléem. Il ressemble plutôt à un paysage européen. Et dans ce paysage, ainsi que dans les visages, le réalisme, les expressions et les vêtements, on a vraiment un souci du détail. Si on regarde le chemin sinueux qui va dans la profondeur, on va avoir 3 personnages, dont une femme habillée de rouge qui porte sur sa tête un panier avec 19 œufs à l'intérieur. Si on continue, 2 maisonnées au second plan, avec un cheval blanc devant une maison. À l'intérieur, on aperçoit le maréchal Ferrand en train de forger quelque chose. 2 bateaux sont présents aussi sur une étendue d'eau tout en haut de la composition. Une barque plutôt pour les pêcheurs, un voilier qui n'aurait pas été représenté par le maître de Flémal. Un ajout qui a été réalisé plutôt au XIXe siècle. Après, dans cette peinture, il reste quand même quelques archaïsmes médiévaux. Je pense notamment à l'horizon qui est encore assez haut, les rochers qui ont une texture un petit peu spéciale, et puis la présence de ces phylactères, ces parchemins qui disparaissent ensuite à la Renaissance. Une autre œuvre ici présentée est une tapisserie qui parle du siège de Dijon par les Suisses en 1513. Alors cette tapisserie est vraiment une œuvre incontournable de la collection parce qu'il s'agit du premier témoignage topographique de la ville de Dijon. Alors pour l'histoire, c'est assez didactique. Il y a 3 scènes. La première, à gauche, eh bien, on voit les Suisses et les Comtois qui aident l'Empire à assiéger la ville de Dijon. Le 7 septembre 1513. Le 12 septembre, les notables de la ville font une procession avec la statue de Notre-Dame de Bon-Espoir et vont jusqu'à Notre-Dame de Dijon pour prier que le siège s'arrête. Le lendemain, un accord est convenu avec les assiégeants et on voit eh bien, tous ces ennemis refaire leur pactage et quitter la ville sans l'avoir complètement détruite. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose de plus sur cette tapisserie. Elle est datée d'après 1515, mais on ne sait pas où est-ce qu'elle a été faite, qui l'a faite et qui l'a commandée. Cependant, sur le dessus de la tapisserie, on aperçoit différents bâtiments. Ils existent toujours et on voit qu'ils étaient déjà présents à cette période. Partons de la gare de Dijon et allons jusqu'à la place du Théâtre. Nous croiserons sur notre chemin l'église Sainte-Bénigne qui a été ensuite cathédrale après la Révolution française. Et puis, juste à côté, l'église Saint-Philibert, grenier à sel pendant un temps, elle a été extrêmement détériorée. À côté, l'église Saint-Jean qui est aujourd'hui le théâtre, le parvis Saint-Jean. Puis vient une église avec un toit un peu bleuté, c'est la seule que nous ne reconnaîtrons pas. Il s'agit du couvent des Jacobins, aujourd'hui la place avec les halles couvertes de Dijon. Juste à sa droite, eh bien, c'est Notre-Dame de Dijon, reconnaissable avec le jacquemart, le sonneur de cloche, qui depuis a récupéré sa femme, ses enfants et même un chien sur son clocher. Vient ensuite le palais des Ducs de Bourgogne avec la tour Philippe le Bon, cette tour carrée. Enfin, sur la dernière partie, encore Notre-Dame de Dijon, mais vue de l'intérieur. Et la dernière église qu'on apercevra, c'est Saint-Étienne, l'église Saint-Étienne, qui est aujourd'hui la bibliothèque patrimoniale de la nef. Nous sommes ici dans la galerie de Bellegarde, dans laquelle sont présentées des œuvres de la Renaissance. Et derrière moi, une œuvre de l'artiste vénitien très prestigieux, Véronèse, un artiste du XVIe siècle, qui représente l'épisode de Moïse sauvé des eaux, mais remis au goût du jour de la Renaissance italienne. Effectivement, à travers cette huile sur toile qui est datée vers 1580, eh bien, nous voyons les différents procédés de perspective mis au goût du jour durant la Renaissance. Je m'explique. Plusieurs procédés vont être utilisés. Le premier, c'est la perspective géométrique qui est utilisée ici, avec les personnages principaux organisés dans une forme de triangle qui amène le spectateur à regarder le personnage principal, donc cette fille du pharaon, qui regarde l'enfant que l'on vient de trouver dans un panier dans l'eau. Donc, première perspective utilisée. La seconde perspective, ça va être la perspective chromatique. En effet, pour avoir cette impression de profondeur dans l'étoile, eh bien, les mêmes teintes vont revenir constamment. D'abord les marrons, puis viennent les verts et enfin les bleus. Enfin, la dernière et pas des moindres, c'est la perspective atmosphérique qui a été plus ou moins inventée par Léonard de Vinci et sa technique du sfumato. Le fait que plus on s'éloignait, plus on avait cette impression de flou dans le lointain.
Enfin, eh bien, l'artiste a voulu représenter un maximum d'épisodes de Moïse dans une seule toile. Vous avez ici un personnage qui court en direction de l'eau, possiblement Myriam, la sœur de Moïse, en train de courir, protéger son frère. Dans l'eau, un panier apparaît avec un linge blanc. Il s'agit de l'enfant qui vogue sur le Nil. Une servante est ici de dos. Elle a trouvé quelque chose dans l'eau, le panier, et elle va le présenter ensuite à la fille du pharaon qui adoptera le prince d'Égypte. Il y a un fantôme dans la peinture. Vous avez ici une hallebarde, une arme de la Renaissance qui apparaît par transparence, possiblement un repenti de l'artiste. Il avait imaginé mettre son garde à cet emplacement-là, et puis changeant d'avis, mais la toile coûtant beaucoup trop cher, eh bien il a repeint par-dessus, et au fil du temps, les pigments réapparaissent, et on voit réapparaître ce soldat avec son arme. Les œuvres que je vous ai présentées ici ne sont qu'une infime partie des incontournables que nous aurons dans le prochain musée. Je vous invite donc à revenir le 17 mai 2019 à partir de cette date pour découvrir les prochains incontournables qui vont venir reprendre place dans les salles de notre musée.